Alors, l'expérimentation qu'on va partager avec vous aujourd'hui me semble refléter pas mal d'échanges aujourd'hui et demain. Je m'appelle Céline Emetti et je suis déléguée générale d'une association qui s'appelle Clubhouse France. Bonjour, moi je m'appelle Johan, je vais essayer de vous redonner espoir. C'est ma mission aujourd'hui. Donc j'ai la pression parce que là, je suis très honoré d'être dans ce congrès en fait parce que je vois que ça bouge pas mal à Marseille et c'est assez vivant on va dire. Ça change de Paris en fait parce que nous on vient de Paris là pour le congrès. Toi surtout. Moi je viens de Paris. Bon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire donc, je m'appelle Johan. Mon métier, c'est pas soignant, c'est rien du tout. C'est juste, je suis architecte et je suis membre du Clubhouse. Ce que je voulais dire, parce que j'ai entendu plein de choses et ça me donne envie de réagir quand même avant de vous parler du Clubhouse. C'est pour moi, en fait, en plus là, on vient de voir la Mad Pride. Moi, je suis un peu le militant à Paris de la Mad Pride et de la folie en général. Donc, vous avez de la chance aussi. Non, non, c'est vrai. J'ai organisé la Mad Pride cette année. J'essaie d'aller dans tous les congrès, tous les forums du rétablissement pour porter un peu le message des usagers, tout ça. Mais moi, si je devais dire quel est mon rêve, I have a dream, c'est de plus être usager en fait, de ne plus être usager. Voilà. Et pour vous dire, pour moi, la psychose, c'est pas un mal. Pour moi, la psychose, c'est un peu ce qui m'a guéri. Et voilà. Parce que je pense que j'étais un peu mal parti. On parle de révolte et tout ça, de militantisme. Mais moi, ma révolte, c'était je vais faire la révolution. C'était vraiment, j'étais parti tout seul dans un délire. Je vais faire la révolution tout seul. Et c'est ça qui m'a conduit à la psychose. Et donc là, je suis content de voir du monde, de pouvoir prendre la parole parce qu'à l'hôpital, j'ai fait la révolution tout seul. Ça s'est pas bien passé. On m'a mis en chambre d'isolement. On m'a pas expliqué qu'est-ce que c'était que la chambre d'isolement. On m'a dit, j'étais tout seul toute mon enfance à rêver de révolution. Et on te met tout seul dans ta chambre d'isolement. Vas-y délire. Voilà, vas-y délire. Et quand tu seras calmé ou pour te protéger de tout ça, du monde hospitalier, vas-y, exprime-toi tout seul dans ta petite chambre. Ça m'a un peu traumatisé, on va dire. Mais voilà, donc j'essaie aujourd'hui aussi de transmettre. Ça, c'est le côté glauque, mais bon. Non, j'essaie de porter un autre message qui est qu'on peut s'en sortir et moi, je vais m'en sortir en tout cas. Mais voilà, et je vais pas m'en sortir tout seul et j'essaie d'entraîner les gens avec moi. Et donc, on va vous parler du Clubhouse en fait, parce que moi, je suis là aussi. Je suis pas là pour parler de ma révolution, je suis là pour parler du Clubhouse. Mais du coup, vous l'aurez compris avec ce que vient de dire Johan, dans l'association, on a un parti pris très tranché, qui est double. D'abord, on veut croire qu'on peut vivre avec, qu'on peut vivre heureux avec un trouble psychique. Donc ça, c'est notre parti pris, c'est la réhabilitation psychosociale. Et l'autre parti pris, c'est qu'il faut décloisonner, il faut travailler ensemble, soignants, citoyens, personnes concernées, proches. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire à l'association, avec beaucoup d'humilité, parce que les besoins sont extrêmement importants. Alors, le dispositif qu'on va vous présenter aujourd'hui, comme vient de le dire Aurélie, est Evidence-Based Practice par l'Organisation mondiale de la santé depuis quelques dizaines d'années. Et donc, en France, rappel, mais vous connaissez les chiffres mieux que nous, 2 millions de Français souffrent d'un trouble psychique grave diagnostiqué. Les soins ont évolué, les thérapies ont évolué, on divise par 2 le nombre de lits en hôpital psychiatrique depuis 20 ans. Néanmoins, ce sont des troubles, des maladies qui continuent d'isoler, de rompre les parcours scolaires, sociaux, professionnels. Et si on tire le trait, et Housing First, nos amis d'Housing First et de Working First le connaissent bien, on se retrouve dans le grand cercle de l'exclusion avec un SDF sur 3, selon le SAMU social, qui souffre d'un trouble psychique. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Et il y a encore trop de personnes qui ne se retrouvent pas dans les dispositifs et qui sont mis à l'écart progressivement. Ce qu'on s'est posé comme question, donc c'était il y a 7 ans, des personnes concernées, des proches, des amis,
avec l'aide de l'UNAFAM, que certains connaissent, qui est une association de famille, on a réfléchi, en fait, on a partagé un constat. Il y a clairement un chaînon manquant. Dans tous les cas, il y a des besoins entre le moment où la personne a un diagnostic, elle est rétablie médicalement, entre guillemets, avec tout ce que ça veut dire, et le moment où elle reprend possession de sa vie et elle retrouve une place dans la société. Et donc, on s'est intéressé à ce qui existait ailleurs, et c'est là on s'est penché sur le dispositif de Clubhouse qu'on va vous présenter. Et donc, c'est très important pour nous. L'idée, c'est que le Clubhouse, c'est pas la solution miracle, c'est pas le dispositif à mettre partout, ça ne convient pas à tout le monde. Néanmoins, c'est une alternative, et dans la thématique qui nous réunit pendant ces 2 jours de l'innovation, c'est simplement d'essayer, même si ça a marché à l'étranger, l'innovation, c'est de l'adapter à notre contexte avec les personnes en France. Donc, où se place le Clubhouse? Donc, on est vraiment entre l'univers médical et l'entreprise. L'idée est de retrouver une place active. Et quand on dit une place active, c'est pas forcément un CDI. C'est tout simplement d'avoir une place dans la société dans laquelle on se sent épanoui et satisfait d'être dans la société dans laquelle on est. Donc, à l'origine, en fait, ça part des États-Unis. À New York. Donc, c'était des personnes des patients, on va dire, des usagers qui se réunissaient, qui se sont auto-organisés. Ils s'appelaient les WANA, We Are Not Alone, qui veut dire nous ne sommes pas seuls. Alors, pour la petite histoire, vraiment histoire un peu, comme disent les anglo-saxons, storytelling. Donc, on est en 1948 à New York, et donc pas très loin, il y a un très gros hôpital psychiatrique qui s'appelle Rocker State Island. Et en fait, il y a un groupe de patients qui, donc à l'époque, les médicaments n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, encore plus lourds. Et donc, ils se donnaient rendez-vous quand ils n'étaient pas hospitalisés sur les marches de la grande bibliothèque de New York. Pour ceux qui connaissent, c'est des grandes marches blanches. Et donc, il y avait un attroupement de personnes qui se réunissaient là, qui vendent, qui pleuve ou qui neige. Et à l'américaine, une riche héritière passe par là et leur dit « J'en ai marre de vous voir dans la rue. Je sais que vous sortez de l'hôpital psychiatrique. Je vous mets à disposition ma maison. Mais j'ai une condition, c'est que vous l'entreteniez bien et je passerai vérifier. » Et donc là, commence à s'installer une communauté d'une 40aine de personnes concernées qui s'entraident pour vivre dans ce lieu, dans cette maison dans laquelle il y avait un jardin avec une fontaine. Et petit à petit, le bouche à oreille fonctionne dans l'hôpital. Il y a, comme ça arrive souvent, certaines personnes qui avaient noué des relations d'amitié, des relations avec des soignants de l'hôpital qui apportaient les médicaments dans cette maison. Et donc, il y avait un lien avec les soignants, livraison à domicile. Et un peu sur la philosophie de Clubhouse se retrouve en partie dans la philosophie des alcooliques anonymes. Et donc, en fait, il y avait cette solidarité qui faisait que les personnes se serraient les coudes pour prendre leur traitement. Et au bout d'un an, le chef de service de l'hôpital et toute une équipe se dit « Mais où sont ces 40 patients qui ont disparu ?» Et puis d'autres patients disaient « Je veux aller dans la maison à la fontaine ». Et donc, il y a une petite délégation de médecins qui se rend dans la maison. Et là, ils réalisent quelque chose qui, à l'époque, était impensable. Les personnes vont mieux. La maison est extrêmement bien entretenue. Les voisins ont filé un coup de main. Et des cours de piano, et des cours d'écriture, et des habits, etc. Certains même ont trouvé du travail. L'équivalent de FedEx, la Poste, en fait, savait qu'il y avait cette maison où il y avait un groupe d'adultes qui étaient tout seuls et qui ne travaillaient pas. Et donc, a passé la porte en disant vous qui foutez rien, il n'y en a pas un qui a le permis qui pourrait me dépanner, un livreur vient de me laisser tomber. Et en fait, petit à petit, ils ont commencé à faire du travail de proximité. Et en plus, ils avaient un très bon taux d'observance parce qu'ils prenaient les médicaments. Et là, les soignants se disent ils vivent dans un lieu sans soignants. En même temps, il y a des liens qui se font avec pas mal de parties prenantes de la société. C'est quand même intéressant ce qui s'y passe. Et quelques années après, un psychologue du nom de John Bird a décidé d'habiter avec eux pour essayer de poser noir sur blanc ce qui fonctionnait, ce qui faisait que les gens allaient mieux. Et donc petit à petit, ensemble, ils ont nommé ce lieu et le fonctionnement de cette maison Clubhouse, qui aujourd'hui est donc un modèle reconnu au niveau international. Et ils ont établi ensemble des standards, des fondamentaux
qui faisait que le Clubhouse fonctionnait. Donc il y a 36 standards qui sont un peu entre la charte d'un Clubhouse, c'est-à-dire que n'importe qui peut pas se déclarer Clubhouse, il faut respecter ces standards. En même temps, c'est une philosophie de vie, des standards qui sont extrêmement intuitifs. Il n'y a pas de hiérarchie entre des salariés et les personnes concernées. On ne parle pas de malades, d'usagers, de bénéficiaires, on parle de membres. On est membre du club. Pourquoi ça s'appelle Clubhouse ? Il y a ce côté un peu revanchard. Nous, les Français, au début, on voulait pas appeler ça Clubhouse parce que ça a une connotation de golf, de milieu un peu luxueux, etc. Et en fait, c'était le parti pris des premiers membres de dire, en fait, eux, ils ont tous leur clubhouse, leur club, leur Rotary, etc., qui sont hyper sélects. Nous aussi, on veut notre club et on sera membre d'un club et ça s'appellera Clubhouse. Et c'est pour ça que ça s'appelle Clubhouse. Et donc, voilà, depuis 1948, aujourd'hui, on a à peu près 350 clubhouses dans le monde, qui ont tous des résultats probants. Il y a une fédération qui s'est créée dans les années 90 qui accompagne les projets qui veulent se nommer Clubhouse et fonctionner en méthode Clubhouse et qui sont accrédités. Donc, merci Céline. Toujours parfaite. Non, donc ça c'est bien. Céline, c'est les États-Unis, ok. Donc tu peux nous expliquer en fait quelle est la spécificité en France, quelle est la spécificité du modèle français, on va dire. Alors, une de nos spécificités, malheureusement, je crois que tous les intervenants l'ont dit, on est un tout petit peu en retard. Un tout petit peu en retard par rapport à d'autres alternatives qui fonctionnent. Je voyais encore ce matin Tim expliquer l'arrivée du mot rétablissement en France, c'est quand même assez bouleversant. Bref, tout ça pour dire que la France a une politique en matière d'accompagnement du handicap. Alors ça aussi, c'est un gros mot. Néanmoins, les politiques, la législation en matière de handicap existe depuis une 40aine d'années. Et en fait, une personne qui avait un trouble psychique ou des situations de handicap liées à son trouble, ne rentrait pas dans la définition légale du handicap. Donc en février 2005, la loi a été modifiée et on a intégré, on a reconnu que le handicap psychique pouvait être une source de handicap. Alors, petite digression, mais vous savez, les entreprises, elles ont obligation d'embaucher 6% de leur masse salariale à partir de 20 salariés en situation de handicap. Et donc, il y a tout un tas de dispositifs qui permettent de favoriser et d'accompagner les personnes en situation de handicap. Et jusqu'en 2005, les personnes qui avaient un trouble psy étaient simplement exclues de la loi, sauf si leur handicap était tel qu'ils rentraient dans une autre catégorie. Voilà. Et donc, en gros, en France, quand on crée un changement législatif, ce qui a été le cas de ce changement en février 2005, on crée un dispositif de compensation, parce qu'on reconnaît qu'il y a un besoin, donc on crée une solution. Et la solution qui a été créée en 2005 en compensation, ce sont les GEM. Les GEM, c'est des groupes d'entraide mutuelle qui sont des lieux à vocation d'insertion sociale et qui ont une philosophie qui s'approche pas mal des clubs. Il y a cette notion de membre, il y a cette notion de liberté, de liberté de choix, de venir, de ne pas venir, voilà, mais qui sont vraiment à vocation sociale. Et il y en a à peu près 350 en France qui sont financés par l'ARS. Donc oui, l'idée c'est quand même l'auto-organisation, on va dire, des personnes concernées. Et là où j'ai un peu de mal, on va dire, c'est quand on dit que le trouble psychique s'accompagne d'un handicap, mais ça, on peut l'assumer ou pas, et voilà. Et voilà. Bon, on n'est peut-être pas forcément limité quand on a un trouble psychique, ou peut-être qu'on peut s'en sortir, mais bon. Et donc on se base surtout, voilà. Le membre du Clubhouse n'est pas, en tout cas nous les membres, on se voit pas, on se dit pas bonjour. Bon, non, on se parle pas en tant qu'handicapé. On n'est pas là. Oh bonjour l'handicapé. On n'est pas là entre malades, ni handicapés, ni tout ça. On est là en tant que père et on sait qu'on a tous une fragilité et donc on se respecte. Et donc le pilier, c'est surtout, vu que c'est un lieu non médicalisé, le pilier c'est la bienveillance et voilà le respect le non-jugement aussi voilà. Et donc c'est basé aussi sur le côté un peu volontaire, et c'est complémentaire aussi des lieux de soins. Alors comment on a commencé en France? Je vais être très bref parce qu'on a plus envie d'échanger avec vous que de trop parler. Donc en gros, l'association elle est née en 2009. Je vous passe les détails. C'est extrêmement compliqué de se lancer dans ce genre d'aventure. Alors tout à l'heure, le professeur Lançon
petit peu en contradiction avec Aurélie sur les financements, c'est vrai que typiquement l'innovation, ça rentre pas dans les rails. Donc qui dit rentre pas dans les rails, rentre pas dans les lignes budgétaires officielles. Et donc un clubhouse, quand on a lancé l'idée, c'était un peu comme un chez soi d'abord au début. C'était vous voulez faire un lieu d'entraide avec des malades mentaux sans soignants qui s'entraident tout seuls sur leurs capacités eux-mêmes et qui ensemble vont s'en sortir. C'est ça 90% des établissements qui ont le même objectif que nous sont des établissements médico-sociaux avec au minimum un soignant, n'importe quoi, un psychologue, un infirmier, et c'est pas possible dans un clubhouse. Donc on a eu pas mal de difficultés. Néanmoins, on a commencé à votre bon cœur, monsieur, dame, et grâce à la générosité, on a pu faire sortir de terre le premier club. Assez rapidement, on a été vigilants. Alors ce matin, on parlait d'évaluation. Malheureusement, le clubhouse étant reconnu à l'international, on a beau avoir des résultats super dans plein de pays, en Italie, en Ouganda, en Allemagne, en Corée du Sud, au Canada, il n'y a pas de résultats en France. Et quand on a commencé, on est allé voir le gouvernement, les ministères pour leur demander de l'aide. Et ils nous ont dit, avec toutes ces études scientifiques, ces évaluations sous le bras, et ils nous ont dit, mais nous, on est en France, ma petite dame, et donc ça va pas être possible tant que vous n'avez pas les mêmes résultats sur le territoire français. On ne vous aidera pas. Et donc, tant pis, on a quand même essayé. On les a convaincus de nous aider dans l'évaluation. J'aimerais que les évaluations vraiment locales ne soient pas nécessaires quand un dispositif a largement fait ses preuves à l'étranger. Néanmoins, concernant cette petite expérimentation, c'est ce qu'on nous renvoie en permanence. Donc, on a mis en place une évaluation avec une étude longitudinale, en partenariat avec la CNSA, une doctorante psychoclinicienne dédiée qui a suivi l'évolution l'impact de ce lieu sur les premières personnes qui le fréquentaient. Et voilà, on a ouvert en novembre 2011. Le projet aura 5 ans en novembre cette année. Voilà, et on est en train, l'année dernière, on a eu un label qui s'appelle La France s'engage et qui nous permet d'accélérer le déploiement du dispositif. Et on est actuellement en train d'essayer de le modéliser pour en faire d'autres. Objectif et mission de l'association. Une mission qui est faciliter la réinsertion socio-professionnelle, c'est-à-dire à la fois professionnelle mais aussi sociale, la plus complète et la plus durable possible, avec 3 objectifs: rompre l'isolement, c'est-à-dire pas seulement l'isolement à l'hôpital, mais aussi l'isolement qui accompagne. Moi, j'aimerais bien qu'on en rompe l'isolement aussi. L'isolement social. Voilà. Moi, en sortant de l'hôpital, je voyais plus personne. Il y avait que la famille en fait qui est restée. Et donc, ça m'a permis de. Il y a eu aussi l'hôpital de jour et tout ça, mais c'est aussi une façon de retrouver un monde, la vie sociale en fait. Faciliter l'insertion sociale et professionnelle. Donc voilà, s'insérer socialement, pas seulement à travers l'emploi, mais aussi avec l'idée aussi qu'on peut s'insérer aussi à travers l'emploi. Et enfin, lutter contre la stigmatisation, là, c'est ma spécialité. Donc, oui, après on pourra en parler. Donc, lutter contre la stigmatisation, c'est-à-dire changer le regard sur les troubles psychiques. Et donc, le slogan qui me plaît beaucoup et qui m'a fait adhérer à l'association, c'est l'espoir en tête. Donc on va vous montrer en fait, parce que Céline avait préparé des diapos très théoriques. Ah oui, j'ai oublié de dire que c'est Johan. Je lui ai envoyé un PowerPoint en lui disant ce serait bien, qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a tout renversé en disant non, moi je vois plutôt ça comme ça. Et en fait, c'est son PowerPoint que je trouve génial. Et du coup, il a inséré une vidéo. Voilà, donc on va vous montrer. Ouais. On va vous montrer qu'est-ce que c'est, à quoi ressemble le Clubhouse Paris en fait, le lieu d'entraide. Lutter contre l'isolement des personnes vivant avec un trouble psychique grave et favoriser leur insertion professionnelle, voici les objectifs de l'association Clubhouse France. Créée en 2010, l'association s'inspire du modèle Clubhouse, né en 1948 aux États-Unis, et lance sa première structure à Paris. Particularité du Clubhouse, les bénéficiaires sont des membres actifs de l'association
qui participent à sa gestion et son animation. Ici, le principe premier, c'est d'être dans la cogestion. C'est-à-dire qu'on gère le lieu à 100% avec tous les membres et les salariés. Ce qui veut dire qu'aucune décision et aucune activité ne sont faites ici sans que ça soit partagé, que ça soit fait avec les membres. Avec le staff, on décide de toutes les activités de la journée. Il n'y a pas de différence entre le staff et les membres de l'association. Activités de la vie quotidienne, gestion comptable, communication, les membres se répartissent les différentes tâches permettant de faire vivre la structure au cours de réunions. Merci. L'objectif, redonner confiance aux membres et retrouver le goût du faire ensemble. Ici, effectivement, on réapprend progressivement à prendre des initiatives de façon très libre et de façon très progressive. Le fait déjà de faire au quotidien toutes les petites actions, ça va permettre de leur donner confiance et de les reconnecter avec leurs compétences qu'ils ont parfois oubliées ou en découvrir des nouvelles. Et c'est tout ce travail en fait, donc qui se fait pas en un jour, hein. C'est en venant plusieurs fois aussi et en se rendant compte que un, on est capable, deux, on est utile au groupe et ça c'est hyper valorisant et un des premiers points qu'on fait au club, c'est déjà de rebooster l'estime de soi. Et après progressivement, grâce à cette expérimentation au quotidien, on peut se projeter dans un métier futur, quoi. Après avoir rompu l'isolement, c'est ce retour vers l'emploi qui est visé par l'association, notamment à travers des cours et formations, mais surtout des codes et une structure. Déjà, on va parler de journées de travail, de semaines de travail, et dans lesquelles on va travailler, s'entraider pour avancer dans son projet de vie, son projet professionnel. Et tout ce qui est social et récréatif, aller au cinéma ou faire une soirée échec, c'est le soir et le week-end. Donc on crée l'opportunité de redonner un rythme de manière à ce qu'ils aient toutes les clés pour reprendre leur vie en main. Et nous, on est vraiment des facilitateurs. Au Clubhouse, c'est donc le travail d'équipe qui est à la base de l'accompagnement des membres. Formation, point hebdomadaire d'évolution de la structure, réunion d'aide à l'insertion professionnelle, à la manière d'une entreprise, toute une partie des activités du Clubhouse sont organisées par les membres eux-mêmes. Point d'orgue de cette démarche de réinsertion, le partenariat avec les entreprises. Régulièrement, celles-ci se dirigent vers les Clubhouse pour des recrutements, et lors de leur visite, ce sont les membres eux-mêmes qui présentent la structure et ses attraits. Une chose qui est très intéressante ici, c'est la relation tripartite. On considère qu'il y a un membre qui est là, qui deviendra peut-être salarié quelque part, dans une entreprise, qui est une autre entité, et qu'on a le Clubhouse d'un autre côté. Pour moi, ça a été un des déclics vers le retour à l'emploi. J'ai eu cette sensation d'être en situation professionnelle, face à un public, à expliquer et à convaincre pour faire comprendre que les troubles psy, c'est quand même pas quelque chose d'insupportable et que c'est surtout pas incompatible avec l'emploi. Donc le Clubhouse nous permet aussi d'être dans des situations qui sont professionnelles. Moi, ce que je dis toujours, le club, c'est faire et oser faire. Oser faire, l'un des mots d'ordre du club. Mais si on devait le résumer en un seul mot, quel serait-il ? Entraide. Réinsertion. C'est un lieu de vie convivial. C'est un lieu expérimental d'enrichissement de chacun. Le Clubhouse, c'est ensemble. Ensemble, on est meilleur. Cette année, le Clubhouse compte 160 membres. Donc, il y a un directeur et 5... Alors, on appelle les salariés des salariés de cogestion. Et il y a donc à peu près un salarié pour 25 membres. Donc, un des 37 standards, c'est d'être volontairement sous-effectif pour que l'équipe salariée ne puisse pas faire fonctionner le lieu normalement et que donc les membres soient réellement indispensables
Sachant que ce sont des personnes concernées, les premiers membres qui ont participé à créer le lieu et qui l'animent, comme j'espère vous l'aurez compris. En moyenne, ça veut dire aujourd'hui 20 membres. Là, on est entre 25 et 30, puisqu'on est en train d'augmenter petit à petit par jour. 35% de femmes, 65% d'hommes. L'âge moyen est de 39 ans et c'est principalement à Paris et en banlieue parisienne. Sachant que l'implantation du club est très importante, il faut que ce soit en centre-ville et pas adossé à un hôpital ou à un lieu de soins. Les conditions pour être membre, rapidement, de qui on parle, elles sont pas si nombreuses que ça, mais elles sont très importantes et c'est pour ça qu'on dit qu'on s'adresse pas à tout le monde. Il faut avoir plus de 18 ans, il faut être abstinent depuis au moins 3 mois de toute addiction, il faut avoir un domicile. Alors pourquoi avoir un domicile? Parce que une des conditions, c'est aussi d'avoir un suivi médical. Et donc malheureusement, en France aujourd'hui, quand on n'a pas de domicile, le suivi médical est très faible. C'est pour ça qu'on dit donc avoir un toit et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour violence enregistrée. Et le plus important, c'est d'avoir envie et d'être en phase avec l'approche. On ne force personne à rejoindre un clubhouse. C'est vraiment un premier pas vers l'empowerment, reprendre pouvoir sur sa vie. C'est cette notion d'engagement qui doit vraiment être une première démarche. Et souvent, les gens viennent nous voir en souhaitant être membres. On leur explique comment ça fonctionne. Les autres membres expliquent comment ça fonctionne. Et en fait, ils se disent, non, en fait, vous allez trop me demander parce que c'est donnant-donnant. Et en fait, ils font marche arrière et ils reviennent 1 ou 2 ans plus tard en disant maintenant je suis prêt. C'est vraiment l'engagement est une clé et c'est une des clés du rétablissement. Donc on va voilà des paroles de membres qu'on entend souvent. Donc au club, j'ai l'impression d'avoir de la valeur à tel point qu'on travaille ma réparation alors que j'étais à la casse. Ça a l'air de rien, mais c'est des toutes petites choses. En fait, au club, on sait même pas forcément quels sont les diagnostics des personnes et on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est les freins et tout ce qui peut, d'un côté, bloquer leur insertion. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est les capacités, les envies, les compétences, les talents. C'est des maladies, ça touche tout le monde. Et donc, il y a une richesse de compétences dans le club qui est fantastique. Et donc, dans le cas de William, souvent, quand on est isolé, quand on a vécu des longues hospitalisations, on a oublié qu'on avait des choses à partager et donc voilà. En faisant pour les autres, je fais aussi un peu pour moi et ça me fait du bien. Alors là, en fait, c'est un des leviers d'insertion du club. C'est que c'est un peu une excuse d'aider les autres. Et au club, moi, j'ai appris énormément sur l'humilité et quand je vois ce qu'ont traversé certaines personnes et qui ont toujours envie de s'insérer, toujours envie de bosser, toujours envie de s'en sortir, ça force l'admiration. Et en fait, un des biais du club, c'est d'aider les autres. Et en fait, en faisant ça, on s'en rend pas compte forcément au début, mais on s'aide soi-même. Un laboratoire d'expérimentation, un lieu d'entraînement de soi avec des gens bienveillants. Faire et oser faire. C'était Nelly, en fait, que vous avez vu dans la vidéo. Alors quand on dit ça, c'est en fait on s'essaye à des petites choses du quotidien en s'entraidant. Dans la méthodo du club, on travaille côte à côte. Beaucoup de tâches sont réalisées en binôme, souvent avec quelqu'un qui est plus à l'aise avec la mission et un autre membre qui est moins à l'aise. Et donc Nelly, elle parle aussi de ce filet de sécurité qui permet de se tester. Et quand on se teste, par exemple, quand on fait à manger pour 35 personnes à 12h30, d'un côté, ça peut être la panique, mais les bénéfices, c'est que peut-être je me refamiliarise pour faire à manger chez moi. Et puis, accessoirement, la restauration, c'est un métier. Et donc, c'est aussi un lieu d'expérimentation sur son autonomie, mais aussi sur une potentielle employabilité. Et alors, il y a un mec super qui a dit s'intégrer dans un groupe pour mieux s'intégrer à la société. Alors, c'est quelque chose de... c'est moi, en fait. Non, c'est quelque chose de très, très profond, en fait, parce que la société... Qu'est-ce que la société? La société, pour moi, c'est un monstre, c'est vous, en fait. Non, vous, je vous aime bien. Mais pour moi, la société, c'était vraiment quelque chose avec ma famille, en fait. Parce que... c'est mon cocon et après tout ce qui est à l'extérieur, j'en veux pas, ça me fait peur et ça me faisait peur. Et donc le Clubhouse, c'est vraiment le premier endroit où j'ai pu intégrer un groupe en fait, une communauté dans laquelle j'ai pu rétablir des relations et des liens avec d'autres personnes qui soient pas dans le domicile familial.
Et alors, un des piliers méthodologiques du Clubhouse, comme le dit super bien Karim, avoir un emploi du temps avant d'avoir un emploi. Donc voilà, avoir un emploi du temps, on réalise voici le planning qu'on réalise nous-mêmes chaque semaine et voilà. Donc le planning. L'idée en fait, c'est qu'on est ouvert toute la semaine de 9h30 à 18h. C'est un lieu d'accueil de jour. Et l'idée du planning, de cette ce qu'on appelle la journée de travail organisée, c'est d'avoir un emploi du temps structurant en fait. Et moi, ça m'a beaucoup aidé au début. C'était d'avoir des repères et voilà, d'avoir comme quelque chose de structurant qui nous encadre. Alors, avec tout ça, ça se passe autour de 2 réunions. Je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo les tableaux blancs. Ça existe dans tous les clubhouse. C'est là où on se répartit les tâches. Les tâches quotidiennes qui sont l'accueil, le standard. Les tâches administratives comme la comptabilité, les repas, qu'on prépare nous-mêmes. Et il y a aussi une chose importante, c'est la pêche aux nouvelles, ce qu'on a vu hier, je crois, avec notre intervenante du Canada, le outreach, qui est prendre des nouvelles des membres quand ils viennent pas depuis longtemps ou quand ils ont un événement important, de les appeler et de les contacter pour créer ce lien avec les gens. Alors du coup, tout ce qui est social récréatif, jouer aux cartes, aller au cinéma, etc., c'est le soir et le week-end. Donc on se rapproche d'un rythme de la plupart des personnes dans notre société. J'accélère un petit peu parce que Tim fait des signes. Donc une approche spécifique, il y a 4 piliers dans le club, on co-gère le lieu, donc on fait tout ensemble. Il y a un mélange d'accompagnement individuel et d'accompagnement collectif, c'est hyper important. Une autre particularité du club, c'est que ce sont les membres qui vont choisir un membre référent, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le club depuis plus longtemps et qui vont choisir leur salarié référent avec qui ils vont avoir un accompagnement un peu plus poussé sur leur projet de vie. On a une animation de réseau en partenaire, on fait venir tout type de partenaires, des recycleries, des soignants, des hôpitaux, des entreprises, et puis on va chez eux aussi. Et l'idée, c'est d'alimenter le discours et d'ouvrir les horizons dans n'importe quel secteur qui intéresse les gens qui fréquentent le lieu, qui sont les membres. Et on fait des actions de sensibilisation. On aimerait vous en parler, du coup, faut qu'on... On accélère ? Ouais. On accélère, mais on en parle. Les actions de sensibilisation... Non, mais de toute façon, on est des usagers, on s'en fout aussi. On est comme Christophe Lançon. Voilà. Non, mais c'est Céline qui est notre Robin des Bois de l'association, doit prendre un avion, donc il faut qu'on accélère quand même. Les actions de sensibilisation, en fait, il y a un atelier tous les vendredis dans lesquels on prépare des témoignages pour aller se vendre au capital. Non, pour aller... pour sensibiliser les entreprises aux troubles psychiques, de changer les regards de l'intérieur, bien sûr, Mais c'est là aussi où j'ai créé un blog, un blog qui s'appelle Comme des fous, qui à la base était co-créé ensemble, qui était né de toutes nos discussions et échanges autour de la sensibilisation et des troubles psy. Et j'ai créé un blog qui s'appelle Comme des fous et que vous allez visiter, bien sûr. Comme desfous.com et voilà où Et là, un petit mot sur la sensibilisation, c'est que on en a parlé hier, toutes les études montrent que ça sert à rien de faire des grandes campagnes d'affichage, etc. Qu'au contraire, ça stigmatise. Et ce qui fonctionne, c'est la proximité, c'est créer le lien, c'est le témoignage. Et donc, dans le club, on travaille beaucoup le témoignage. Et donc, les personnes écrivent, racontent leur vie sur le papier. On s'entraîne à le dire et ensuite elles vont le partager avec un courage énorme, comme le fait aujourd'hui Joanne. Parfois, c'est devant 500 ou plus de personnes. Et donc, ça fait partie des missions de l'association. Vous l'aurez compris, on n'est pas médicalisé. Les membres, donc on est des citoyens à part entière, donc ce sont des acteurs de leur établissement. Il y a une entraide entre pairs extrêmement forte qui se vit au quotidien. On est très ouvert sur les partenariats avec les entreprises en respectant le choix de chacun. Il y a des personnes qui sont reconnues en situation de handicap, d'autres pas. Certains qui veulent dire aux employeurs, d'autres pas. C'est toujours à la liberté de la personne, c'est fondamental pour nous. Et on est membre à vie, ce qui... Oui, on va mourir au club. Non, j'arrête parce que là, je suis en train de déraper. Non, membre à vie, c'est membre tout au long de sa vie. En fait, c'est non, parce qu'en plus c'est filmé et tout.
Non. Membre à vie. Non, mais ça va être vu par le conseil d'administration. J'arrête. Ok, on va donner. Ah, oui, bah, non, juste on finit le PowerPoint. Okay. Et on vous laisse la parole. Le membre à vie, en fait, c'est le membre, si on a une rechute ou voilà, un souci de santé, on peut revenir à tout moment au Clubhouse. Ça, on va sauter. Voilà, le rétablissement global, donc c'est nos piliers. Ouais. Voilà, il y a un positionnement particulier, c'est si on nous demande souvent c'est quoi la différence avec les autres structures, etc. Et en fait, ce qu'on répond à chaque fois, c'est que sans faire tout, être un guichet unique et avoir la solution sur tout, on essaie d'avoir un vrai pied dans le médical. Donc, on fait des alliances thérapeutiques avec les médecins. Chaque membre nous met en relation avec son soignant pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication et qu'il soit là en cas de pépin. On fait un travail social avec les acteurs autour de la personne et on fait un travail avec l'emploi. Ce qui est vraiment fondamental, c'est que ce sont les membres entre eux qui partagent leur expérience et c'est ça qui fait le cœur de l'entraide. Donc on prépare les membres à l'emploi par la fréquentation du lieu, avant, pendant et après leur intégration. On a 3 études en cours d'évaluation. Il y a les résultats internationaux qui disent que les gens vont mieux, qui vont moins à l'hôpital, qui retrouvent une place digne dans la société, qui se font des amis. Il y a une recherche-évaluation qui commence à donner des résultats intéressants à Paris et on peut vous dire juste que au club, dans les 100 premières personnes qui ont fréquenté le lieu, beaucoup ont radicalement changé de vie et si tout s'arrête demain, et ben au moins on sera content d'avoir fait ça et on a à peu près 30% des personnes qui sont membres qui ont accédé à une activité professionnelle. Nos objectifs, c'est d'en ouvrir à très court terme deux, en commençant par Lyon. On l'espère en début d'année prochaine. C'est pas nous qui décidons où on ouvre un club, c'est des collectifs de bénévoles qui se mettent en place et qui nous disent comment je peux faire un club. Et on a eu quelques appels du pied à Marseille depuis 48 heures. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on essaie d'avancer. Et puis voilà, puis les financements, c'est 30% public, le reste c'est principalement de la générosité et puis de plus en plus de partenariats avec les entreprises. Et donc on a quelques anges gardiens, on va dire, voilà, comme Vincent Lindon qui dit le travail de cette association me touche parce que ces gens-là ne sont pas fous. Et la suite on le lit pas parce que c'est méchant. Non, ils ont juste des maladies qui les font souffrir atrocement. Et il faut les aider. Mais voilà, il faut nous aider quand même. Merci. Ouais, donc Emma Bittlestone, je suis psychiatre dans l'équipe Mars, donc à PHM. Qu'est-ce que vous faites Je vais donner un exemple précis, par exemple de quelqu'un qui se décrit comme un entendeur de voix, qui est stabilisé entre guillemets parce qu'il se rend régulièrement à ce groupe, qu'il a déjà beaucoup avancé sur ses troubles, ses phénomènes, mais qui s'identifie pas à une pathologie particulière, mais qui par contre a besoin de quelque chose comme le Clubhouse, puisque on a dû déjà vous poser la question, mais je pensais pas que c'était aussi restrictif sur le suivi psychiatrique, l'arrêt des toxiques. Je suppose que vous avez été un peu obligé de faire comme ça, mais ça m'embête un peu sur la philosophie globale du rétablissement. Alors, ça, c'était la théorie et vraiment le cadre pratique du Clubhouse. Néanmoins, ce que vous venez de dire nous est déjà arrivé et nous arrive. Et en fait, c'est plus à la rencontre avec la personne. Quand on dit suivi psychiatrique, en fait, il suffit qu'il y ait un référent médical, un allié de la santé qui voit cette personne de temps en temps et qui dit « je pense que ça ne lui fera pas de mal », au moins, c'est juste ça. Alors, je vous vois dodeliner de la tête. Une petite anecdote, moi, qui m'a bouleversée, c'est un membre qui vient me voir et qui me dit Céline, il faut que je te raconte une histoire en fait sur cette histoire d'intégration du psychiatre. En fait, j'ai demandé à mon psychiatre de rejoindre le club. Je lui ai donné une plaquette et il m'a dit c'est quoi ce truc de malade ? Non, va pas dans un groupe de malades, c'est pas bon pour toi. Sauf que cette personne-là, elle avait un copain qui était membre du club et il lui en avait parlé en bien. Et du coup, ce jeune homme me dit je suis allée voir un autre psychiatre et en fait, je lui ai demandé de me suivre pendant 3 mois et au bout de 3 mois, je lui ai demandé de me coopter pour le club. Lui m'a coopté. Nous, on s'est fait avoir comme des bleus, entre guillemets, mais parce que dans la procédure papier. Et puis, il dit après, comme c'était quand même mon vieux psychiatre que je voyais depuis très longtemps, j'ai continué de le fréquenter, puis j'ai arrêté de fréquenter celui qui m'a permis de rentrer dans le club. Et donc bon, c'est la vie. Et il me dit, sauf que hier, je voulais te raconter, j'ai vu mon psy, et puis il m'a dit, mon vieux psy,
Et il m'a dit, depuis 4-5 mois, je sais pas, je vous trouve mieux, vous êtes plus à l'écoute, je vous sens bien, qu'est-ce qui se passe? Et là, il a dit, bah, faut que je vous avoue, je fréquente le Clubhouse que vous m'avez interdit d'aller voir. Donc, c'est un protocole qu'on est obligé de mettre en place parce que ça fait partie du dispositif. Et comme on n'est pas médicalisé, on est obligé d'avoir un lien avec un soignant. Mais on reste des humains à faire vraiment à la rencontre, quoi. Alors nous, on ne le pense pas, mais on ne peut pas aller à l'encontre des médecins qui le pensent. Mais j'aimerais bien maintenant, c'est déjà arriver à faire un lieu sans médecin et être reconnu, c'est compliqué. Alors ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on a un conseil scientifique avec des psychiatres qui nous cautionnent pour qu'on essaie d'alléger un peu ça, mais ça fait partie des processus dans les clubhouses. Ouais, tout à fait. Et il y a des pays qui demandent le diagnostic. Nous, par exemple, on ne demande pas le diagnostic. D'abord, un petit clin d'œil au professeur Lançon. J'ai revu dans les images de présentation du Clubhouse, dans l'autogestion de tous les membres, des images de Saint-Alban des années 80. Donc, c'est juste un petit clin d'œil. Ensuite, juste un détail, dans votre règlement, il y a l'exclusion des patients qui sortent de prison, qui ont été condamnés pour violence. Alors ça, je trouve ça un peu dommage parce que... Moi aussi, c'est un standard international. Donc pour les gens qui ont commis des violences... en vrai, on va checker les casiers judiciaires. Voilà. Et deuxièmement, durant ces 2 jours, on a présenté les pairs, les médiateurs, les GEM, Clubhouse, le rétablissement. Et là naît une inquiétude de ma part, étant infirmier, que vont devenir les infirmiers? Parce que tout marche. Mais c'est vraiment une inquiétude de ma part. Alors, je ne pense pas être la bonne personne pour vous répondre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je connais beaucoup de personnes qui sont sur le carreau et qui ne se retrouvent pas et on a juste envie d'essayer quelque chose pour s'entraider. Donc, je ne peux pas vous répondre autre chose. Des réponses dans la salle, peut-être? Moi-même, je suis infirmière, donc pour répondre à mon collègue infirmier, si on part du postulat que les personnes, elles ont des compétences et des ressources, mais notre travail, ça va être juste d'aider les personnes qu'on accompagne à mobiliser leurs compétences et leurs ressources de manière à ce qu'ils puissent se rétablir. Et juste une autre chose aussi, c'est qu'en tant qu'infirmier, je suis infirmière aussi, on est tous dans un système de soins et j'estime, sur le plan personnel, que personne n'a le monopole de partager un processus de rétablissement avec une personne, que ce soit un médecin, un professeur, un psychologue. Les infirmiers ont autant leur part à faire dans cet accompagnement, dans le processus de rétablissement. On travaille, je peux que rejoindre ce que vous venez de dire, madame, on travaille énormément main dans la main, y compris avec des infirmiers dans le club. Oula. Non, je voulais dire, non, je pense pas que ça soit antinomique avec le travail des infirmiers. Moi, je serais plus pour abolir les psychiatres plutôt que les infirmiers. Non, c'est une blague. Non, mon psychiatre est très bon. Les infirmiers que j'ai eus, dans mon secteur, en tout cas, étaient très, très avenants. Voilà. Donc, merci aux infirmiers qui sont là. Pour répondre à, je ne sais plus qui avait posé la question, monsieur, moi, c'est vrai que j'ai de l'expérience pour avoir travaillé avec des infirmiers et des infirmières, notamment en intra-hospitalier. Moi, je suis travailleur pair, on est vraiment complémentaires. C'est vraiment un travail de complémentarité qu'on fait avec le reste des professionnels de santé. Et je pense que le Clubhouse, je pense que Working First, Housing First, ce sont des dispositifs complémentaires aux soins voilà, et ce sont vraiment des dispositifs qui permettent qu'on propose
autre chose que la psychiatrie. Mais pour moi, ça reste complémentaire au processus de rétablissement de la personne. C'est vraiment un travail de complémentarité. On n'est pas là pour voler le poste de qui que ce soit. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le Clubhouse ? Alors du coup, je voulais, avant de vous quitter, d'abord je voulais vous remercier chaleureusement de nous avoir écoutés. Je voulais remercier le professeur Lançon de nous avoir invités. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de soignants dans la salle, de ma lorgnette de citoyennes. Il y a surtout beaucoup de citoyens dans la salle. Et donc, il y a une association super qui s'appelle Solidarité Réhabilitation et qui cherche des adhérents. Et donc, à titre individuel, si vous n'avez pas encore adhéré, n'hésitez pas à les rejoindre. Merci.